Voilà. Ah, ouais, ouais, c'est parfait. C'est parfait. Du coup, bonjour. Bonjour Farah. Aujourd'hui, on est dans un nouvel épisode de l'interview de la dérive. Donc, pourquoi ça s'appelle l'interview de la dérive? C'est parce qu'on a une émission qui s'appelle déjà le lundi de la dérive, dans laquelle on parle de communication, de culture et d'entrepreneuriat. On s'est dit qu'on devait améliorer le format et l'augmenter en interviewant des personnes qui nous inspirent, nous semblent pertinentes pour parler de ces sujets-là. Et donc, on a pensé à toi. Donc, Trop bien. merci d'être avec nous. Et j'aimerais bien que tu te présentes pour que les autres personnes qui vont regarder cette interview apprennent à te connaître. Yes. Alors moi c'est Farah de Think with Farah, le podcast, le compte Instagram. Je suis coach business et mindset. J'ai été consultante en stratégie digitale pendant plus de 5 ans. Je suis prof en école de commerce. Tu le sais très bien d'ailleurs. Oui, j'ai suivi les cours dans cette école. C'est comme ça que je t'ai C'est rencontré. comme ça qu'on s'est rencontrés à l'époque. Et du coup, j'ai arrêté mon business de consulting en 2021, 22, je sais plus. Il y a un an et demi, j'ai Ouais, c'est arrêté ça, ça. ouais, je pense. Ouais, voilà. Et du coup, maintenant, j'accompagne en fait les entrepreneurs sur leurs problématiques mindset et développement d'entreprise. Parce qu'en gros, l'expérience que moi j'ai eue en tant que consultante et avec mes clients, c'est que transmettre tout ce qui est compétences business, stratégie, marketing, etc., si t'as pas le mindset qui est aligné, bah ça sert à rien en fait, parce qu'au moment de passer à l'action, si t'es coincé par syndrome de l'imposteur, peur de l'échec, etc., bah tu vas rester coincé. Donc mon but c'est vraiment d'apporter ce déblocage supplémentaire que je ne trouvais pas en fait sur le marché. Et il y a quelque chose aussi qui, moi, m'avait manqué et où je travaille vraiment pour intégrer ça dans mes contenus et mes accompagnements, c'est la partie intelligence émotionnelle et spiritualité aussi, parce que je crois que c'est vraiment important. Oui, ouais, je vois exactement ce que tu veux dire parce que donc les personnes qui nous suivent souvent sont confrontées au même problème. Déjà, le syndrome de l'imposteur Mm. dont tu as parlé, c'est assez régulier. Même nous, il y a Nénès qui est caché, mais qui a souvent cette problématique-là où on ne sait pas si ce qu'on fait c'est bien, si on Mm. a des doutes. D'ailleurs, et comment tu gères ce genre de choses, le syndrome de l'imposteur? Comment tu l'envisages? Comment tu travailles avec les gens? Tu peux expliquer un peu? Bah, moi, je donne beaucoup d'outils pour se réapproprier un peu ses limites, comprendre d'où elles viennent et comment elles fonctionnent. Mhm. Il y a un point qui est essentiel et que j'enseigne à tous mes clients, toutes mes clientes, c'est la différence en fait entre ta perception et la réalité déjà, et entre ce qui se passe à l'intérieur de toi, ce sur quoi tu as le contrôle, et ce qui se passe autour de toi et sur lequel tu n'as pas le contrôle. Et en fait, ce qui se passe quand on a un syndrome de l'imposteur, c'est qu'on a une perception de la situation qui est complètement biaisée en fonction de si tu es dans une situation de succès ou d'échec. Si tu es dans une situation de succès, ce qui va se passer, c'est que tu vas attribuer ça à des facteurs extérieurs souvent. J'ai eu de la chance, j'ai rencontré la bonne personne au bon moment, etc. J'ai pas travaillé dur pour y arriver. Surtout quand on a en plus un syndrome de l'expert, entre guillemets, où on se rend pas compte de nos compétences. Donc c'était facile, j'ai eu de la chance, j'ai pas de mérite particulier, etc. Par contre, quand on est en situation d'échec, souvent on va complètement oublier qu'il y a des facteurs externes qui auraient pu jouer un rôle sur un échec potentiel qu'on a vécu. Et là, d'un coup, on va se dire, bah, c'est complètement ma faute, j'ai pris les mauvaises décisions, j'ai pas fait ce qu'il faut, et commencer en plus à perdre en estime de soi, se remettre en question. Est-ce que je suis vraiment à ma place? Est-ce que je vais réussir en continuant ça? Et puis là, ça Oui, commence à ça rentrer dans commence la à... tête, et puis baisse d'estime de soi, on passe de moins en moins à l'action, et on a de plus en plus d'échecs parce qu'on part du principe que de toute façon, on va échouer. Donc il y a vraiment cette différence entre les succès, les échecs, ce qui se passe à l'extérieur de toi et ce qui se passe à l'intérieur de toi. Et il y a une espèce de déséquilibre complet. Et juste conscientiser ça, souvent, c'est une première étape. Oui, vers... Voilà. Mais on se soigne jamais vraiment du syndrome de l'imposteur, non? Non, non, non. De toute façon, moi, je suis spécialisée dans tout ce qui est travail sur les croyances limitantes. Ce que je dis dès le départ à mes clients et mes clientes, c'est vous allez réussir à les pulvériser pour passer à l'action, oui, mais vous allez jamais réussir à les supprimer. Parce que les peurs, les croyances limitantes, ça vient du subconscient. Ton subconscient, c'est à peu près 95% de ton cerveau, de ton esprit. C'est des chiffres qui viennent de... Enfin, ça vient pas de moi, hein, c'est des psychologues, etc. Et c'est façonné entre 0 et 7 ans.
D'accord. Donc, quand tu dis ça, déjà, tu te dis, OK, en fait, c'est pas ma faute. J'ai pas le choix que Oui, de te faire avec ça. Ces peurs, elles viennent pas de nulle part, mais elles viennent pas de moi non plus. Donc, il y a un peu ce côté, je suis victime de ça. Mais de l'autre côté, tu te dis, bah, j'ai quand même 5% de conscient, entre guillemets, sur lequel j'ai le contrôle. Et tout le monde a les mêmes 5%, entre guillemets. C'est vraiment une question de comment tu as envie de voir les choses, tu vois. Et si tu te dis, OK, bah, en fait, j'ai 5% de conscient et tout le monde a les mêmes, bah, c'est énorme en réalité. Et donc, tu te dis, OK, ben, je vais travailler sur mes peurs, sur mes croyances limitantes, etc. Je vais réussir à passer à l'action, donc je vais réussir à passer des paliers. Le fameux plafond de verre dont on parle, hein, quand tu te confrontes à une limite financière ou autre, ben, à un moment, tu arrives à la dépasser. Ce qu'il y a derrière, c'est pas de la magie et puis ça y est, t'as plus jamais peur. Déjà, t'as peur pendant que tu pulvérises ton plafond de verre, et ensuite, ça va juste s'étendre en même temps que toi. Le truc qui est magique par contre, c'est que quand tu fais un travail conscient sur ça, vu que tu as réussi à dépasser ça une première fois, ben, tu arriveras à le dépasser une seconde fois, une troisième fois, etc. C'est ça. Et c'est ce qui fait que plus tu pratiques et plus tu arrives à faire les choses en ayant peur. La peur, c'est jamais le problème de toute façon. Oui, ça reste un message de notre cerveau. C'est ça. Et du coup, c'est juste qu'il faut qu'on prenne ça comme une information. Et moi, je pense que je fonctionne vachement comme ça. Complètement. Où je prends ça comme une information et ça me dit juste, bah là, peut-être qu'il faut que je fasse plus attention. Complètement. Mais attends, tu dis que c'est de 0 à 7 ans, mais c'est-à-dire que même les croyances limitantes avec l'argent, ça se fait aussi entre 0 et 7 ans? Tout ce qui est ancré dans le subconscient, ça se façonne entre 0 et 7 ans. Après, c'est le genre de choses que tu vas nourrir. Oui, d'accord, forcément. Tu vas nourrir avec des expériences. Mais oui, si je te parle de rapport à l'argent, toi, dans tes souvenirs, tu vas réussir à remonter à, par exemple, comment vous faisiez peut-être les anniversaires ou Noël quand tu étais enfant, tu vois. Donc, ici, tout le monde a des expériences différentes. Est-ce que on m'autorisait un seul cadeau? Est-ce que j'avais droit à plein de cadeaux? Est-ce que j'avais droit à plein de cadeaux et des montagnes de cadeaux et tout, mais le reste de l'année, en fait, on avait tout le temps des problèmes d'argent, mais je voyais mes parents dépenser tout le temps. Oui, je vois ce que tu veux dire. T'as des graines qui se plantent, et ensuite, c'est le reste de la société, quand tu grandis, comment ça va t'influencer. Et le truc, c'est que si tu conscientises pas à un moment tout ça, tu vas être en réception des messages permanents, de façon permanente, et tu les transformeras jamais. Alors que si tu conscientises ça, tu recevras toujours les mêmes messages. Je veux dire, les privilèges, ça existe. Le manque de privilèges, ça existe aussi. Donc, les messages, tu les vois, tu les reçois quoi qu'il arrive. Ce qui va faire qu'à un moment, tu vas réussir à les interpréter différemment, c'est conscientiser le type de message que tu reçois et te dire, qu'est-ce que je fais de cette information? Par exemple, OK, j'ai vu autour de moi tout le temps des gens dire que fallait travailler dur pour gagner de l'argent, pour mériter gagner de l'argent. Qu'est-ce que je fais de cette information? Parce qu'en soi, c'est une croyance, il n'y a jamais vraiment de fait. Plus ou moins, tout est une croyance. Est-ce que j'ai envie de développer une nouvelle croyance? Si oui, laquelle? Et qu'est-ce que je peux faire pour développer cette croyance? Si tu as envie de développer la croyance de « je peux être capable de générer beaucoup d'argent sans m'épuiser à la tâche », bah peut-être qu'il faut que je trouve des gens qui l'ont fait pour m'en inspirer. Et plus je fais ça, plus je vais trouver des idées pour mettre en place ce genre de choses. Parce que souvent, la différence entre deux situations financières, c'est les idées que tu as dans la tête, en réalité. Oui, c'est comment tu abordes les choses, comment tu fonctionnes face à une situation où tu vas te dire, OK... C'est ça. J'ai un exemple, quand j'étais freelance. Alors, j'ai démarré en freelance à 10 € de l'heure. Qu'on le dise, voilà, c'est terriblement honteux, mais c'est comme ça. C'est comme ça, c'est mon histoire, j'ai démarré comme ça. J'ai été pendant 1 an sous la coupe d'une agence. Au début, ça me paraissait un deal honnête parce que je venais de rentrer en France, j'avais des problèmes de santé, c'était la galère. C'était une toute petite agence et elle me finançait plein de formations, il y en avait pour des milliers d'euros. Donc, les premières semaines, premiers mois, je me suis dit... Ouais, bon deal. Mais en plus, j'ai des choses à en retirer. Je pense qu'on pense tout de suite au SMIC et on se dit, bon, en vrai, ça va. Voilà, c'est ça, tu vois, exactement. Et j'étais jeune, j'étais chez mes parents, enfin bon, c'était quand même une situation particulière. Et elle m'avait dit au début, plus la boîte va grossir et plus, du coup, je vais réajuster ta rémunération. Parce que à ses clients, elle me présentait comme son bras droit, etc. Et du coup, j'ai plongé, j'étais en mode, ouais, vas-y, c'est parti. Rien du tout.
En l'espace d'un an, la boîte, elle a fait x5 de chiffre d'affaires. Au bout d'un moment, je me dis, bon, ben, on va aller négocier. Ouais, et moi? Et là, elle me regarde dans les yeux et elle me dit, mais non, les x5, je les ai pas fait grâce à toi. Et en gros, tu peux essayer de chercher ailleurs, mais tu n'y arriveras pas sans moi. Je vais pas te payer plus parce que sinon tu vas développer d'autres projets à côté, ça m'intéresse pas. Donc j'étais en mode, mais en fait, tu m'as exploité pendant un an. Ah, en plus, tu vas te sentir trahi. Hein, Ah ouais, complètement. Complètement. Mais du coup, à ce moment-là, j'avais coupé direct, en fait. Non, donc on arrête maintenant. Pas de chômage, pas de rien du tout, tu vois. Déjà. C'est ça. Et ce qui s'est passé, c'est que quelques semaines après, j'ai fait en 2 jours ce que je faisais en un mois auparavant. Juste comme ça, parce que j'ai rencontré quelqu'un qui avait besoin d'une formation SEO. Et là, je me suis dit, je suis capable, en fait. Ah, c'est bien. Et j'ai fait la force de dire, je suis capable de le faire. Voilà, c'est ça. Et du coup, j'ai eu cette audace de me dire, je peux faire ça. Alors que j'aurais pu le mettre en relation avec quelqu'un d'autre. J'ai fait les 2 jours de formation, ça s'est super bien passé. Ensuite, quelques années après, donc là, j'avais eu mon autonomie, tous mes clients, etc. Donc, business assez prospère, mais toujours au stade de freelance. Donc, stade de freelance, tu factures à la journée, tu as un certain nombre de jours par mois. À un moment, tu plafonnes, tu vois. 6 000, 7 000, 7 500. Bon, tu plafonnes. Et là, j'ai plein de clients qui rentrent d'un coup, plus un grand groupe qui avait besoin de moi à temps plein. Et là, c'est là en fait où tu te confrontes à l'audace. Est-ce que tu as de l'audace? Est-ce que tu es prêt ou prête à prendre des risques? Parce que j'aurais pu avoir l'attitude de non, moi je suis bookée à fond avec tous mes clients, je manque de rien, j'ai des clients qui arrivent à foison, etc. 6-7 000 euros de chiffre d'affaires par mois en freelance, c'est très bien. Oui, c'est bien. Ouais. Et là, à ce moment-là, j'ai eu une autre idée qui est, mais je peux recruter en fait. Ouais, grave. Et donc, j'ai commencé à recruter des freelances, j'avais une alternante, etc. pour à la fois être capable de rentrer plus de clients et à la fois commencer à développer Think with Farah, du coup. Et j'ai lancé mon podcast à ce moment-là. À ce moment-là. Okay. C'est ça. Et j'ai fait pendant 1 an la création de la communauté, le podcast, etc. Un an et demi même, avant de lancer mon premier programme d'accompagnement. D'accord. Ah oui, d'accord. Tu as pris le temps de vraiment construire ta communauté avant de faire un test. Ouais. Mais j'ai pu faire ça parce que j'avais un business prospère à côté aussi. Si c'était pas le cas, j'aurais fait les choses différemment. Ah ouais, t'aurais fait comment du coup J'aurais mis beaucoup plus d'énergie et d'efforts sur le podcast et la création de communauté et j'aurais cherché à vendre tout de suite. Ok. Alors que là, à ce moment-là, c'était pas le cas, mais ça s'est fait de façon très organique. Moi, mon podcast, je l'ai lancé parce que j'étais en burn-out, parce que j'ai eu beaucoup d'audace. Ok, j'ai recruté d'un coup, etc. Mais gérer énormément d'argent, entre guillemets, d'un coup. Alors, énormément, c'est relatif. À mes yeux, d'un coup, tu gères des gens, t'as plus le même métier. Tu dois gérer plus de problèmes, du coup. Oui, mais le fait que tu aies délégué, ça t'a pas... Ah oui, mais en fait, le début, lorsqu'on commence à recruter, faut commencer à créer les process, etc. Voilà, c'est ça qui t'a... C'est ça. Et à l'époque, en fait, je l'ai pas fait correctement parce que je me suis dit, allez, on fonce, ça va être facile. Rien du tout. C'est pas facile du tout. J'ai fini en burn-out, j'ai dû virer tout le monde et ralentir. Puis bon, j'ai tenté, ça n'a pas marché. On va processer ça un petit peu. Ça m'a pris 8-9 mois de ralentir un peu, où j'ai gardé du coup un contrat grand groupe à temps plein. Et c'est au bout de 8-9 mois où j'ai recruté à nouveau. Mais j'y suis allée beaucoup plus, de façon beaucoup plus soft. J'avais quand même une alternante qui s'occupait de la promotion de mon podcast pendant ce temps-là. Moi, je m'occupais de mon plus gros client. Et ensuite, j'ai recruté une freelance qui était une ancienne étudiante, d'ailleurs, qui m'aidait à gérer avec tous mes autres clients. Tu vois. Et là, c'était top. Mais à un moment, je me suis confrontée à est-ce que j'ai envie de rentrer dans cette dynamique un peu d'agence ou est-ce que j'ai envie de faire autre chose. Et j'étais à un carrefour et je me suis dit, mais en fait, ce que je fais avec mon podcast, ça me nourrit tellement plus que donner des stratégies en marketing digital, etc. Non, j'ai besoin de transmettre, j'ai besoin d'accompagner. Donc, à un moment, j'ai coupé avec tous les clients. Et c'est là que tu as commencé à introduire aussi de la spiritualité dans ce que tu faisais. Dans mon podcast, ça, je l'ai fait assez tôt. Je travaille beaucoup avec la loi de l'attraction, etc. Donc, c'est quelque chose que j'ai voulu partager. Mon expérience avec ça, ce que j'en ai tiré, les limites de ça aussi, parce qu'on parle de loi de l'attraction, super,
tu peux manifester plein d'argent, plein de clients, etc. Ce qu'on ne dit pas, c'est que tu ne vas manifester que ce que tu es capable de recevoir dans le cadre de ton mindset. D'accord. Donc si tu as un mindset où dans ta tête tu te dis oh, si je gagne 5 000 € par mois, c'est incroyable, avec un peu de travail, oui, tu vas réussir à manifester tes 5 000 € par mois. C'est ta limite en fait, non? Voilà, et ça va être limité. Donc c'est toujours ce travail de pair, et puis tout le travail émotionnel aussi, les croyances limitantes, parce que moi je m'y suis confrontée d'un coup, je veux dire j'étais freelance, déjà pendant longtemps j'étais à 10 € de l'heure, ensuite j'ai commencé à bien gagner ma vie, on va dire 4 000, 5 000, 6 000, 7 000, etc. Et d'un coup j'ai été propulsée à 15-20 000. Quand t'as jamais vécu ça, et c'est la première fois, on t'a pas préparé. Oui, c'est comme quelqu'un qui gagne au loto en fait. Tu sais, souvent on dit que les gens... plus petite échelle, mais du coup... mais je veux dire que souvent les gens, on dit que ceux qui gagnent au loto, 95% je crois. Oui, dans la première année, complètement. Parce qu'ils savent pas comment... Complètement. Non, je vois totalement. Mais comment tu expliquerais? Parce que je trouve qu'en fait, toi, ta force, c'est que tu as parlé d'audace, ouais. mais c'est le côté où tu fonces en fait. Oui. Et je suis pas sûr que tout le monde puisse faire ce truc-là de foncer. Comment toi, tu vois les choses? Quel est le conseil que tu donnerais à quelqu'un qui fonce pas autant que toi, par exemple? Je pense que c'est important de rester aligné avec comment on fonctionne. Moi, je sais que j'ai ce côté, faut que j'y aille parce que sinon, je m'y mettrai pas. Je vais être trop dans ma tête. En plus, j'ai un TDAH sévère, donc je suis obligée de suivre mes pics de dopamine, on va dire. Sinon, je ne fais rien. Donc, dès que quelque chose me provoque un pic de dopamine ou je sens que ça vient des tripes, je fonce. Quelqu'un qui ne fonctionne pas comme ça, qui est un peu plus cérébral, par exemple, j'encouragerais cette personne à, on va dire, éloigner tous les facteurs de réflexion qui vont la perturber et faire confiance à ce que lui dit sa tête. Okay. Si tu sens que quand tu prends des bonnes décisions, ça vient du cœur, écoute ton cœur, tu vois. Et c'est vraiment apprendre à se connaître, connaître ses points forts et ne pas avoir peur de capitaliser dessus. Si ton démarrage, il est un peu plus lent que quelqu'un d'autre, c'est pas grave en fait, parce que peut-être que tu vas rattraper cette personne après, parce que moi, ok, je fonce, mais du coup, je fais plein d'erreurs. Alors que quelqu'un qui démarrait plus lentement, il fait un chemin beaucoup plus... et à la fin, peut-être qu'on va se retrouver au même niveau en fait. Ok, ouais, je vois tellement ce que tu veux dire. En fait, il faut vraiment s'écouter soi. Complètement. S'écouter soi. Complètement. Faut pas chercher à copier quelqu'un d'autre, surtout quelqu'un qui ne fonctionne pas comme toi. S'inspirer de quelqu'un où tu te reconnais dans cette personne, sa façon de penser, sa façon d'agir, etc. Il y a des choses très bénéfiques à s'inspirer des autres. Copier, pas vraiment. Oui, si, encore que quand t'apprends, tu copies en réalité. Mais, moi, je pense qu'on copie énormément. Oui, c'est ça en fait. Il y a des choses très positives, mais il faut le faire avec la bonne intention et garder le focus sur soi. Et qu'est-ce que tu penses de... Parce que souvent, on va s'inspirer. Tu vois, genre, par exemple, moi, je sais que j'aime beaucoup un joueur de basket, Kobe Bryant. Il n'est pas comme moi, mais genre, j'aspire à devenir comme lui. Est-ce que c'est une bonne chose? Parce que c'est pas quelqu'un qui est forcément aligné avec ce que je fais moi. Est-ce que c'est une bonne chose de s'inspirer de cette personne, ou est-ce que vaut mieux trouver quelqu'un qui ressemble à ce qu'on est nous et plus le suivre? Je sais pas si... Ouais, c'est très clair. Ça dépend. Quand tu t'inspires de cette personne, ça te provoque quoi? Est-ce que ça te provoque des choses positives et tu sais exactement qu'est-ce qui t'inspire? Ou est-ce que ça te fait toi te sentir petit et te dire mais en fait j'ai pas ça chez moi, je suis pas comme ça. Ça dépend le discours intérieur que ça te provoque derrière. Oui, en fait, tu peux piocher une compétence ou un style dans chaque truc et te dire ok, je prends et construire ta propre personnalité finalement, enfin propre mindset. Oui, et puis tes sources d'inspiration, je pense que c'est hyper important. Du coup, tu lis beaucoup de biographies, Non. Alors, comment tu t'inspires du coup? Non, en fait, d'un peu tout le monde. Je peux m'inspirer de personnes qui ont fait des millions, comme d'une étudiante ou d'un étudiant ou d'une cliente. Enfin, ça dépend. Et puis, dans ma façon de fonctionner, je cherche aussi à être ma propre source d'inspiration. Et je pioche beaucoup dans mes succès, mes échecs. Alors, j'ai compris plus tard d'où ça venait, parce que du coup, j'ai un TDAH. Je suis aussi au potentiel et hypersensible et j'ai été diagnostiquée. Tu peux expliquer ce que c'est, parce que souvent il y en a plein qui... alors du coup, donc je suis neuroatypique, c'est on va dire un spectre... TDAH, c'est un trouble du déficit de l'attention et de l'hyperactivité. Donc on ne produit pas du tout la dopamine de la même façon.
On dit qu'on n'a pas de capacité d'attention, c'est faux. C'est juste qu'on ne sait pas la réguler. C'est un trouble de l'inhibition aussi. Par exemple, tu es en train de bosser sur un truc hyper important, ton cerveau te dit il faut absolument que tu ailles faire une machine maintenant. Tu vas aller faire ta machine, tu peux pas mettre une barrière en fait. Le haut potentiel, on appelle ça les surdoués, mais ça veut pas dire grand-chose. On dit haut potentiel intellectuel, en gros c'est une autre forme d'intelligence, on va dire ça comme ça, et l'hypersensibilité émotionnelle et sensorielle, du coup. Et j'ai été diagnostiquée très tardivement, à 27 ans, donc là j'ai 29 ans, et pendant longtemps, moi déjà je savais pas ce que c'était, et je ne voyais personne qui me ressemblait vraiment. J'avais des limites, j'avais l'impression d'être la seule à les avoir, des facilités, j'avais l'impression d'être la seule à les avoir. Je trouvais pas d'inspiration, et donc j'étais obligée de chercher en moi, et de me dire, ok, bah en fait, j'ai que moi-même à qui je peux me comparer, parce que je connais personne comme moi, donc qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai pas fait, etc. Et je pense que j'ai développé un peu cette façon de raisonner, qui fait que je la traîne encore aujourd'hui. Ah, d'accord, je vois. Parce que tu as parlé du TDAH, et moi j'ai l'impression qu'on en voit de plus en plus qui l'ont. Est-ce que tu penses que c'est... Parce que j'ai l'impression que des fois aussi, il y a un effet de mode où il y a plein de gens qui se sentent TDAH et qui se sentent différents. Et il y en a qui ont vraiment... tu vois, quand t'en parles, moi j'ai l'impression que toi, je vais pas dire c'est vrai ou c'est pas vrai, parce que je peux pas juger, je sais pas. Mais tu vois, des fois, il y en a où on se dit c'est pour être différent, et d'autres où on sent qu'il y a une vraie problématique pour eux. Tu vois, genre, je sais pas comment expliquer. Ça reste des troubles neurodéveloppementaux, mais ça va pas impacter tout le monde de la même façon. Par exemple, le TDAH, tu peux prendre un traitement médicamenteux pour ça. Moi, j'ai pas encore de traitement, mais sincèrement, c'est pas que je ne veux pas. J'ai essayé un jour, je suis allée voir une psychiatre, et je suis tombée sur quelqu'un qui n'y connaissait rien au TDAH. C'est pas encore super reconnu. Ah non, pour plein de professionnels de santé, c'est encore un truc de petit garçon. Et c'est ce qui fait que plein de femmes sont diagnostiquées tardivement. J'ai une amie, elle a été diagnostiquée à 37 ans. Ah ouais, waouh. Après, être devenue maman, en fait, c'est le fait d'être devenue maman qui a fait tilt. Il y a quelque chose qui... Je n'arrive pas à m'occuper de ma fille comme tout le monde. Je suis dépassée par le moindre truc. Qu'est-ce qui se passe? Alors, j'avais lu quelque part, je sais pas si c'est vrai, j'ai pas de source à partager, mais j'avais lu que les neuroatypiques, ça représente à peu près 20% de la population. Ah, c'est comme beaucoup, 20%. C'est beaucoup. On est beaucoup, en fait. Mais dans neuroatypiques, t'inclus les TDAH, les autistes, les hypersensibles, les dyslexiques, etc., tu vois. C'est un spectre qui est très large. Donc oui, il y en a beaucoup, en fait. Il y en a beaucoup, et je pense qu'il y en a de plus en plus, surtout chez les femmes. Parce que alors je dis pas qu'il y en a de plus en plus, mais on en découvre de plus en plus, parce que déjà les symptômes sont pas les mêmes. Dans l'autisme, c'est pareil, les symptômes sont pas du tout les mêmes, et les professionnels de santé généralement pensent que c'est petits garçons. Ah oui, d'accord, ouais, je sais. Donc à l'âge adulte, c'est vrai que même quand tu vois dans le cinéma, dans l'art et tout, on met souvent les petits garçons en avant, c'est ça. Rarement les petites filles. C'est vrai. Complètement. Déjà les petites filles jamais, et puis alors à l'âge adulte, tu vois. Moi j'ai conscientisé mon TDAH en traînant sur Instagram et en tombant sur des reels et des TikTok aussi d'Américains qui avaient du coup un TDAH. Tu t'es reconnue, et je me suis reconnue. Et au début, tu sais, tu regardes les vidéos et t'es en mode c'est drôle, je me reconnais. Mais c'est tellement. Et je me reconnais dans toutes les vidéos. Comment ça se fait? Et ensuite, je suis allée voir une psy et elle m'a fait le test et tout, et elle était en mode bon, alors vous avez un TDAH et en plus vous êtes dans le 1% des TDAH sur tous les symptômes. Ok. Et du coup, comment tu as fait pour apprendre à vivre avec? Du coup, parce que tu dis que tu prends pas de médicaments, donc ça veut dire que tu as revu toute ta façon de travailler, Complètement. Alors, j'ai eu une phase de transition qui a été assez difficile parce que je n'avais pas d'exemple. Le fun fact, c'est que dans mon groupe d'amis, dans mon entourage, etc., je me suis fait diagnostiquer, et ensuite, tout mon cercle proche s'est fait diagnostiquer. C'est en mode sniper. Toi, et toi. Ah bah oui, parce que du coup, tu reconnais aussi, et tu peux dire... c'est ça. Et je me suis trompée sur personne. Donc voilà, mais moi, j'étais la première. J'avais personne à qui demander des conseils, etc. Donc il y a eu quand même une période de dépression après. Parce que quand tu te fais diagnostiquer, vu que tu as masqué toute ta vie, d'un coup, tu arrêtes de masquer. Et oui, du coup, tu as tout qui te renvoie. Tous les symptômes sont décuplés et tu ne te reconnais pas.
D'accord. Franchement, tu ne te reconnais pas. Tu reconnais pas comment tu gères tes émotions, comment tu penses, comment tu agis au quotidien. C'est super particulier comme D'accord. expérience. Et petit à petit, tu redeviens toi-même, tu apprends à te réajuster à la société. Il y a ce moment où tu te sens en décalage d'un coup, et après, tu arrives à te réajuster. Et moi, j'ai façonné ma vie aussi en fonction de ça. À l'époque, c'était sans m'en rendre compte, mais là, j'ai conscience. Je travaille de chez moi, je vais jamais dans les Oui. coworking. J'ai choisi cet appartement pour avoir mon bureau. Là, je veux dire, je suis en train de bosser. Si j'ai faim, bah, je vais dans ma cuisine. J'ai toutes les épices que je veux. J'ai toutes les boissons que je veux. J'ai un confort que je pourrais pas avoir ailleurs. J'ai besoin d'être seule. Je gère pas du tout bien quand j'ai du monde autour de moi. Je peux le faire une fois de temps en temps, ok, super. Mais Encore merci. ouais, non, mais je veux dire, pour travailler, Oui, par je exemple, comprends. en termes de confort, enfin, je suis pas bien quand je vais dans un coworking, tu vois. Non, mais je peux comprendre. Ouais, Donc, pareil, avoir des bureaux, c'est pas mon truc. Le côté prendre la voiture ou le métro, enfin, j'ai vraiment, j'ai ce mode de vie autour de mon travail. Pareil, le type de business que j'ai pas d'horaire, tu vois. Oui. J'ai besoin de pouvoir gérer mes pics de productivité en fonction de ce que me dit mon Mais corps. du coup, tu penses pas qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont neuroatypiques, peut-être? Je pense qu'il y a plus de neuroatypiques chez les entrepreneurs, ouais. Ouais, je pense. Ouais, parce que je me dis souvent ça. Je me dis qu'en fait, c'est un mode de vie qui intéresse beaucoup plus les Complètement. neuroatypiques. Ouais. Complètement, ouais, ouais, je pense. Et puis, ta capacité à créer ta vie selon ton mode de fonctionnement naturel aussi, tu vois. Et puis, je pense également aux personnes qui ont un cycle menstruel. Quand tu es salarié ou que tu as un cadre horaire, des projets comme ça sur lesquels tu n'as pas le contrôle, tu peux pas écouter ton cycle menstruel, alors que quand tu en as un, ça a un impact sur ta créativité, ta productivité, etc. Et j'en tiens compte. Par exemple, il y a des moments où je vais enregistrer beaucoup d'épisodes de podcast d'un coup, où je vais créer beaucoup de contenu pour Instagram d'un coup. Tu vois, j'essaye totalement. Moi, de m'écouter. C'est assez intuitif. Hein. Je passe pas non plus mon temps à dire ok, cette semaine j'ai mes règles, donc tata. Mais juste, je m'écoute. Souvent, moi, je parle avec mon cousin. Quand on vivait en colocation, on avait un truc on appelait ça la théorie de la vague. Ok. Dans le sens où il y a un moment donné où on était hyper performant dans la création, etc. Et qu'il y avait d'autres moments où on disait on était dans le creux de la vague et où on pouvait juste regarder Netflix parce qu'il fallait qu'on récupère, il fallait qu'on respecte ce cycle. Complètement. Et donc souvent, nous, on discutait en se disant ouais, là, t'es dans le creux de la vague, je te laisse tranquille parce que du coup, on s'isolait vachement. Ça me fait penser à ce que tu disais sur le cycle. Ouais, donc ouais, non, je comprends totalement. Et je pense que mon cousin est neuroatypique là-dessus, je suis quasiment sûr. Ouais, c'est possible, mais en fait, neuroatypique ou pas, tout le monde a des cycles. Oui, en plus, je pense. C'est impossible d'être au top tout le temps. Et une des raisons qui fait que je pense que c'est important de développer cette flexibilité, c'est que parfois, tu vas te mettre des objectifs très ambitieux ou pas, mais tu vas te dire, cette semaine, je bosse sur ça, ce jour-là, je bosse sur ça, etc., etc. Et au moment d'y arriver, tu as un peu de mal. Alors, on peut dire, tu as du mal parce que tu es en train de t'auto-saboter, tu as peur de l'échec, syndrome de l'imposteur, etc. Mais il n'y a pas que ça. Parfois, tu as juste un peu de mal parce que aujourd'hui, tu es fatigué. On va commencer à questionner la partie auto-sabotage si c'est un schéma qui revient tout le temps. Ouais, ou à chaque fois que tu arrives face à une situation, tu te bloques. C'est ça. Et aussi, qu'est-ce que ça te fait ressentir derrière? Est-ce que tu culpabilises quand tu prends une pause ou est-ce que prendre une pause, ça te permet vraiment de te régénérer? Et tu penses pas que tout le monde, justement, alors, je mets des guillemets sur le tout le monde, mais que très souvent, justement, comme on est dans une culture où on nous dit toujours que se reposer, ben, c'est un peu être une feignasse ou des choses comme ça, qu'on est tout le temps dans ce truc de se dire, ben, en fait, je déconne, et que du coup, c'est très dur de repérer si c'est ton cycle ou si c'est parce que tu t'auto-sabotes. Alors oui, c'est dur. Je vais pas mentir, c'est un travail personnel assez fastidieux parce que vu que tu as tout le temps le message, tu l'as dit très bien en fait, il faut faire, 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 et puis il y a aussi le côté passer à l'action et être capable de recevoir. On nous apprend pas à recevoir. En termes de polarité énergétique, on associe beaucoup ça au masculin et au féminin. C'est pas quelque chose de genré, tout le monde a ses polarités à l'intérieur, mais souvent on associe le fait de passer à l'action, faire, etc., à une énergie plus masculine, et le côté recevoir, être dans l'accueil, etc., au côté féminin.
Et ce côté-là, il n'est pas valorisé dans la société. Ouais. Ouais, On ne valorise pas le fait de prendre le temps. oui, c'est vrai. Totalement. Le truc, c'est que si t'es pas dans un équilibre énergétique au sein de toi-même, bah ok, tu vas travailler, mais à quel moment tu récoltes les fruits de ton travail? Faut apprendre à recevoir. Mais tu trouves pas qu'il y a des fois, il y a aussi des gens qui font ça, mais qui sont extrêmes dans les deux sens. Ah oui, Du coup, ils vont énormément travailler, puis d'un coup, je sais pas, ils vont partir en soirée, faire n'importe quoi parce oui. qu'ils veulent recevoir. Il y a ça aussi, non? Il y a un déséquilibre comme ça. Ouais, mais là, encore une fois, c'est qu'est-ce que ça te provoque sur le moment, qu'est-ce que ça te provoque le lendemain, Ouais. Ah oui, les jours d'accord, ouais. d'après, est-ce que t'as du mal à t'en remettre, est-ce que tu culpabilises, est-ce que ça te nourrit aussi? Parce que ça peut te nourrir émotionnellement sur le moment, mais quand t'as ta vision long terme, la vision de ta vie idéale, est-ce que là, c'est en train de te nourrir ou pas? Parce que je crois pas qu'il y ait une action, elle est haute énergétiquement, et une action, elle est basse énergétiquement. Je pense vraiment que c'est l'intention que tu mets dedans. Parce que on peut dire, par exemple, aller en boîte, boire de l'alcool, des choses comme ça, ça peut être critiquable. Tu vois, les gens qui ont un discours de mais si tu fais ça, tu vas pas accomplir tes rêves, etc., etc. Je crois pas que ce soit une bonne solution non plus. C'est vraiment quelle intention tu mets dedans, et est-ce que tu mets de la pleine conscience? Est-ce que tu fais ça pour te retourner la face, juste pour fuir une réalité, pour fuir une réalité, ou est-ce que pour toi c'est la consécration de je suis en train de passer un super moment avec des amis, j'écoute de la musique qui me plaît, je suis avec des gens que j'aime, je suis en train de bouger mon corps. Enfin, ça peut représenter plein de choses. Ouais, totalement. Ouais, non, je vois tout ce que C'est vraiment une question de est-ce que tu mets de la pleine conscience ou pas? C'est vraiment ça. En fait, c'est encore une fois, si tu t'écoutes et que tu arrives à repérer ce qui est bon pour toi et ce qui est pas bon pour toi. C'est ça, exactement. Et je comprends ça aussi dans le côté où on parle souvent d'introvertis, d'extravertis. Les introvertis, par exemple, ils aiment récupérer en étant seuls. C'est ça. Et d'autres, les extravertis, c'est en ayant plein de monde autour d'eux et en récupérant comme ça, en se nourrissant des gens. Donc, totalement, je vois exactement ce que tu veux dire. Je voulais parler d'un autre sujet. Je voulais parler de ton podcast. Ok. Je fais du coq à l'âne. En fait, je voulais parler du podcast. Comment tu as réfléchi ton podcast? Comment tu avais des conseils à donner pour quelqu'un qui voudrait lancer son podcast? Qu'est-ce que tu... Ne pas se lancer avec une seule idée d'épisode. Déjà. Parce que j'ai plus le chiffre en tête, mais je crois que c'est plus de la majorité des podcasts, c'est sûr, et qui abandonnent dans les premières semaines ou quelque chose comme ça. J'ai vu ça dans Sans Permission de Gary Detzel. Mais ils en parlaient, t'as raison, ils disaient que au bout de 10 à 20 épisodes... Et encore, si t'atteins les 10 à 20 épisodes, je connais tellement de gens qui ont voulu lancer leur podcast et juste qui ont arrêté parce qu'ils n'ont pas forcément de stratégie ou de vision derrière. Mais il vaut mieux avoir un concept ou une ligne directrice. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais... Là-dessus, ça dépend comment tu travailles. Moi, je pense que le plus important, c'est avoir une vision déjà. Ton podcast, tu veux qu'il t'amène où? Parce que si t'as juste envie de raconter ta vie parce que ça te fait du bien, à un moment, c'est pas que tu n'auras plus rien à dire, mais tu trouveras d'autres façons de raconter ta vie qui vont te faire du bien, tu vois. Donc, déjà, te demander qu'est-ce que tu as envie de partager, pourquoi tu as envie de partager ça. Est-ce que tu as envie de provoquer des prises de conscience aux gens? Est-ce que tu as envie de les faire rire? Est-ce que... qu'est-ce que tu as envie de provoquer aux gens? Parce que un podcast, c'est pour les gens. Donc déjà, il y a vraiment ce côté tourné vers l'autre. Et ensuite, toi, comment tu as envie de récolter les fruits de ton travail pour ton podcast? Moi, j'avais une vision business. Je me suis dit, le consulting, ça ne me nourrit plus comme avant. Parce que déjà, je commençais à m'ennuyer, parce que même si j'avais plein de missions différentes, au bout d'un moment, je me disais j'ai envie de faire autre chose. Et ensuite, il y avait vraiment ce côté aider les gens qui me manquait. Avant, j'aidais des entreprises, et je commençais en plus à aider des entreprises de plus en plus grandes. Je travaillais pour des grands groupes quand même. Je perdais ce côté humain. Ah oui, d'accord. Donc j'avais besoin de ça, besoin de reconnecter avec les gens et aider les entrepreneurs. Donc je me disais, mon podcast, j'ai des choses à dire parce que je suis entrepreneur. Et j'ai vécu des choses, des burn-out, des échecs qui auraient pu être évités. J'ai été entrepreneur et il y a des erreurs que j'ai faites, des échecs que j'ai vécus que je n'aurais pas vécu si j'étais tombée sur des gens qui parlaient de l'entrepreneuriat comme c'est vraiment et qui n'avaient pas juste le côté business, tu vois. Bien sûr.
Oui, ben voilà, si tu veux lancer une communauté, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, blablabla, super. Ok, mais si t'as peur, en fait, si tu procrastines, tu fais comment? Si t'es pas à l'aise devant une caméra, enfin, tu vois, toutes les croyances limitantes qu'on peut avoir, comment tu fais? Et puis, si t'as une spiritualité développée, par exemple, comment tu peux l'intégrer dans ton travail? Parce que tu peux. Il y a des façons de faire ça. Moi, j'y crois profondément, tu vois. Donc, j'ai vraiment eu cette volonté de juste partager. C'est parti d'un ras-le-bol. J'étais en burn-out et je me suis dit, ce burn-out, j'aurais pu l'éviter, en fait. Mais je voyais personne parler des trucs importants. Sans parler de la neuroatypie, d'ailleurs, parce qu'à ce moment-là, j'étais même pas diagnostiquée encore. Mais c'est parti d'un ras-le-bol et ça a résonné chez les gens comme j'aurais jamais cru. Et je me suis dit, mais je suis pas la seule, en fait, à avoir des croyances limitantes et des peurs et des blocages, tu vois. Et c'est là où je me suis dit, mais il faut que je fasse un truc. Et plus je travaillais sur moi, plus je voyais les résultats aussi, parce que j'ai été ma propre bêta-testeuse pendant, j'allais dire plus de 5 ans, mais pendant 10 ans, en fait. J'ai été ma propre bêta-testeuse. J'ai testé des méthodes sur moi pour désamorcer tout ça, parce que je n'ai trouvé personne. Alors, il y avait peut-être des gens, mais moi, en tout cas, je ne les trouvais pas, tu vois. Donc là, je me suis dit, ben, ce que j'ai fait sur moi, ça a marché, je vais le transmettre. Et au début, ça a été de façon gratuite dans mon podcast. Ça a résonné avec les gens, ça a aidé les gens. Et là, je me suis dit, bah, je vais en faire un business. Donc très rapidement, j'ai rebrandé mon compte Instagram. C'était un compte perso, c'est devenu le compte du podcast. J'ai créé du contenu autour et puis ça s'est professionnalisé petit à petit, à l'aide de mon alternante à l'époque qui gérait vraiment cette partie-là pendant que moi, je m'occupais encore de mes clients. Et puis je me suis lancée. Mais j'avais cette vision. Ouais, t'avais cette vision, donc t'avais cette réflexion sur le long terme quand même. Enfin, voilà, c'est ça. C'est important parce qu'un podcast, faut une certaine régularité. Je veux dire, si tu le fais une fois par mois, je vais pas dire que ça sert à rien, mais tu vois, essaye au moins une fois toutes les 2 semaines, tu vois. Faut que tu sois régulier. C'est comme une newsletter, etc. L'idéal, c'est toujours une fois par semaine, je pense, histoire que les gens pensent à toi régulièrement. Quand tu fais des vidéos, c'est un travail différent parce que ça demande beaucoup plus de travail. La vidéo, clairement. Un podcast, voilà, c'est beaucoup plus de travail. Un podcast, tu peux être en pyjama, t'as pas de caméra, t'appuies sur ton micro et tu partages. Ouais, totalement. Mais tu les écris pas? Ou t'as juste les idées et après tu te lances? Au début, j'écrivais parce que j'étais en panique. je réécoute de temps en temps mes premiers épisodes et je parlais super lentement. Je faisais des cuts, ils sont super mal montés, mes premiers épisodes. C'est normal, c'est en faisant qu'on apprend. Ouais, c'est ça. Et au bout d'un moment, parce que par exemple, dans ma tête, fallait pas qu'on t'entende, tu sais, quand tu reprends ton inspiration, ou des trucs comme ça, ou les petits bruits de bouche, les machins, j'étais en mode, ah non, je veux pas ça. Et au bout d'un moment, je me suis dit, non, mais c'est bon, les gens, ils ont Farah, là, ça y est, ils ont compris le personnage, donc j'ai arrêté, je fais plus du tout de montage. Aucun. Et généralement, j'ai un titre. Et puis après, tu y vas. C'est ça. Parfois, quand c'est des sujets un peu plus techniques, je vais mettre des bullet points, des choses comme ça. Mais j'y vais comme ça. C'est une de mes zones de génie. J'ai conscience de ça. Je dirais pas à tout le monde de fonctionner comme ça, tu vois. Je sais que la création de contenu, pour moi, c'est une zone de génie. Est-ce que c'est parce que j'ai le haut potentiel ou quoi? Je sais pas d'où ça sort. Mais j'arrive à assembler les idées et les ressortir très vite. Genre, préparer un épisode de podcast, ça me prend 2 minutes 30. Ah ouais, waouh. À peu près, tu vois, je me dis, bon, je vais aborder ce sujet, je me pose, ok, comment j'ai envie de l'aborder, c'est parti. Donc, je sais que c'est aussi ma zone de génie. Pour d'autres personnes, ils vont avoir une zone de génie en vidéo. Oui, bien sûr. Tu vois. Oui, en fait, c'est ça, faut trouver, c'est pareil, faut s'écouter. Et comment tu trouves ta zone de génie? C'est en faisant? En faisant. En faisant, tu as testé plein de choses. Et tu t'es jamais dit, par exemple, là, je ferai de la vidéo? Si, je me le suis dit. Mais je suis une flemmarde. Si, je me le suis dit de ouf. Mais tout le setup, tu vois. Là, typiquement, je pense que j'aurais plus de difficultés à être régulière. Ah oui, d'accord. Alors que dans ma newsletter et sur mon podcast et sur Instagram, j'ai pas de difficultés. Et est-ce que c'est pas parce que ça va être le début? Et que du coup, une fois que tu seras habitué... Ah oui, certainement. Là, par exemple, j'intègre de plus en plus faire des reels. Mais j'y vais de façon progressive et je me dis, en fait, je vais m'entraîner déjà. Si j'arrive à être régulière sur des reels, on verra plus tard pour faire autre chose. Mais là, aujourd'hui, je me suis vraiment construite avec mon podcast. Je pense que c'est un moyen de communication incroyable, un moyen de connexion aussi avec son audience qui est juste complètement fou, parce que tu as une authenticité
Tu peux l'avoir en vidéo, ça dépend comment tu montes ta vidéo, mais le podcast, c'est plus raw, entre guillemets, c'est la voix et c'est tout. Tu peux pas jouer sur des beaux effets, des beaux montages, enfin, tu peux pas trop jouer là-dessus, tu vois. Donc ouais, il y a quelque chose qui me plaît profondément là-dedans. Et t'as jamais pensé à faire du live? Enfin, tu sais, nous, pendant longtemps, le lundi de la dérive, en fait, c'était une émission Twitch, sur Twitch, exactement. j'y ai pensé ce matin, on en parlait avec mon chéri, il me dit ouais, pourquoi tu vas pas sur Twitch et tout? Ouais, Je l'ai regardé, je dis non, pas autre chose. mais c'est encore plus en brut, parce que du coup, tu vois, c'est genre tu lances et tu parles à ta Bah alors, je communauté. fais des choses en live, mais c'est des ateliers, c'est des workshops pour mes clients, tu vois. Je les vends, du coup. Oui, mais bien sûr. Oui, c'est vrai. Oui, du coup, Ouais. t'aurais trop. Ouais, en plus, ça ferait trop de choses. Parce que nous, en fait, c'était une logique. C'est qu'on a commencé par le live Twitch. Après, on s'est dit, bah, en fait, nous, on a fait de live Twitch. Là, on est passé en podcast. Ok. Mais parce que on s'est dit qu'on n'avait pas assez de temps. Ouais. Et du coup, on a dit, ouais, ok, on va faire le podcast. Comme ça, on fait un peu en asynchrone. Mais, tu vois, c'était une logique quand même pour nous. Et j'ai l'impression que pour toi, c'est pas encore une logique de dire, je Non, c'est passe à ça, un il faut autre. que tu aies une bonne logique. Bah, par exemple, le podcast, bon, la vidéo, YouTube, etc., tu as la même chose, tu as le côté SEO dedans. Ouais, C'est du contenu qui a une longue durée de vie. ouais, totalement. Aujourd'hui, j'ai des gens qui écoutent mes épisodes de 2021, tu vois, et qui sont mes futurs Oui, bien clients, sûr. probablement. Donc, j'ai quand même une logique business derrière, tu vois. Mon podcast, il me permet de construire ma communauté, de transmettre mon message, d'accrocher avec mes prospects. Mon audience, c'est mes prospects, hein, de toute façon. Bien Je veux sûr. dire, l'audience de tout le monde, c'est ses prospects, tu vois. Donc, d'accrocher avec eux et ensuite de les faire rentrer dans mon univers. Si je vais faire, par exemple, des masterclass gratuites, ben derrière, j'ai un truc à vendre, tu vois. J'ai quelque chose à proposer. C'est bien parce que je trouve que tu es très ouverte sur le côté business. Parce que souvent, il y en a qui essaient de le cacher. Tu vois, genre, je connais des entrepreneurs Ouais. qui font oh, mais non, Non, moi, c'est pour aider je fais les tout gens. gratuitement. Ouais. Je n'ai pas besoin d'argent dans ma vie. Non, mais je trouve que c'est important de le dire, tu vois, parce que. Mais c'est hyper important. Et puis, enfin, franchement, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde sait que quand tu regardes une masterclass, la personne elle a un truc à te vendre après. Ouais. Je crois, en tout cas. Enfin. Oui, mais l'un des derniers podcasts qu'on a fait, c'était avec une fille qui justement regarde beaucoup de podcasts, de contenu YouTube, et elle expliquait que ça la dérangeait quand une pub lui montrait vraiment que c'était une pub. Tu vois, genre elle aimait pas l'idée que on lui vende un truc. Tu vois, genre elle Mais tu sentait, parles des pubs, genre les pubs qui même pop-up. les pubs, mais tu vois même quand elle regarde un contenu, si par exemple elle regarde une vidéo YouTube et que elle sait que la personne c'est un truc sponsor et que du coup elle est en train de lui vendre son fard à paupières machin, et ben elle aime pas ça. Et du moi coup ça peut la faire j'adore ça. partir. Moi j'adore ça. Incroyable. Et parce que je suis fasciné par la pub et je suis comment elle fait. Mais c'est ça, en fait, j'adore consommer le contenu de vente des gens. Tu sais que je consomme énormément de masterclass juste pour voir comment les gens déroulent leur argument de vente. Et en fait, j'ai des ressources. Moi, j'ai un Notion où je mets tout mon cerveau dedans. Et j'ai comment je peux dérouler une masterclass. Ok, cette personne, elle a déroulé son truc de vente comme ça j'ai aimé, ça j'ai pas aimé, ça je le ferai plutôt dans tel ordre, etc. Et je construis mon contenu comme ça. Les emails de vente, pareil. Je regarde les newsletters des entrepreneurs qui sont en lancement, etc. Je dis, ok, comment tu fais? Et j'ai ce côté, mais parce que je viens du marketing digital aussi, j'ai un regard hyper analytique et j'essaye d'instaurer ça chez mes clients et mes clientes aussi, même mes étudiantes d'ailleurs en école de commerce, mais de me dire, c'est pas grave qu'on te vende un truc, en fait, c'est trop bien et c'est normal. Tout le monde vend des trucs à tout le monde, je veux dire, tout le monde a besoin d'argent. Comment tu as de l'argent? Et ben, tu fais une transaction. Transaction de service, transaction de produits, transaction de temps. Mais tu fais une transaction de quelque chose. Donc, apprécier le process, parce que dans tous les cas, tu vas pas y échapper. Oui, c'est vrai. Ah non, je suis totalement d'accord avec toi. Nous, on parle souvent de fond et de forme. C'est que de se concentrer quand tu regardes un contenu, ne pas juste le prendre en termes de divertissement, mais aussi de comprendre comment ils ont fait pour t'accrocher. Exactement. C'est ça. Donc, je suis totalement d'accord avec toi. Complètement. Je trouve ça tellement. Bah là, tout à l'heure, on parlait de qu'est-ce qui m'inspire, comment les gens vendent. Comment les gens vendent, ça m'inspire énormément. Et même ce que je n'aime pas, ça m'inspire. Non, je comprends. Parce que ça m'a provoqué quelque chose, tu vois, et ça m'a permis, moi, ensuite, de me rapprocher d'une façon de faire encore plus authentique. Je comprends totalement ce que tu dis. Parce que souvent, du coup, on en parle avec Nénès de ça, c'est que j'ai une folie de regarder vachement les contenus
que Ouais. je déteste. Tu vois, genre, parce Oui, que je suis en train d'analyser, mais pourquoi je déteste? oui, c'est ça. Qu'est-ce qui a fait que ça m'énerve ou que il m'a fait susciter une telle C'est émotion? ça. Et qu'est-ce qui fait que les gens aiment? Exactement, ouais. Mais Ouais. pourquoi, Pourquoi les gens moi, aiment? ça me touche pas, C'est mais eux, ça, ça les touche. complètement. Et donc, ouais, non, non, totalement, je comprends totalement. Et du coup, tu conseilles aux gens d'avoir Ce regard critique, ce oui, regard je pense critique que c'est analytique. important. Et puis, c'est important pour une autre raison, c'est qu'après, quand t'achètes en pleine Mm. conscience. Et t'as pas cette espèce de sensation un peu sale de Et ah, il tu m'a t'es fait fait acheter son avoir. truc, je me suis fait avoir. Non, t'achètes parce que, bon, déjà, t'es OK avec le fait d'être dans une Mm. relation commerciale, Initial. Oui. et c'est important. Je pense vraiment que Mm. c'est important. Et t'achètes en pleine conscience. Oui, t'es plus, parce qu'on dit souvent que les achats sont compulsifs et que c'est émotionnel. Et Ouais, tu penses que du coup, on a ce recul pour se dire, ok, j'ai conscience que en fait, c'est peut-être intéressant ou qu'il m'a eu parce qu'il a réussi à avoir les bons arguments. je crois qu'on peut faire un achat pas compulsif mais rapide et Mm. en pleine conscience. Je pense que Ah c'est ouais? possible. Quand tu te connais bien, quand Mm. tu es aligné avec toi, etc., Mm. si tu tombes sur quelqu'un qui résonne avec toi, ça résonne avec toi et ça Mm. match. Ça dépend des personnalités aussi. Moi, Ouais. j'ai une personnalité qui a tendance à agir vite, Mm. euh, mais ça veut pas dire que c'est compulsif. Ouais, d'accord. Ouais, je vois ce que tu veux dire. J'agis vite parce que finalement, tout le travail préparatoire, je l'ai déjà fait. Mm. J'ai appris à me connaître, ok, de quoi j'ai besoin en ce moment, c'est quoi mes problématiques, qu'est-ce qui me permettrait de les résoudre, qu'est-ce que j'ai déjà fait qui n'a pas marché. Et quand je tombe sur quelqu'un qui répond à une problématique, Mm. quand Mm. je tombe ensuite sur quelqu'un qui répond exactement à Mm. mes besoins, bah, je suis capable Mm. d'agir vite parce que je suis déjà à l'aise avec la Ouais, relation ouais. commerciale. Parce que je me retrouve Mm. aussi de l'autre côté, je vends des choses. Oui, bien sûr. Alors c'est difficile d'être à l'aise avec la vente quand tu vends quelque chose qui touche au mindset, au développement personnel, à l'émotionnel. Euh, Même j'ai beaucoup de clientes qui sont dans la spiritualité, qui sont médiums, Mm. énergéticiennes, etc. Et c'est hyper dur d'être à l'aise avec la vente quand tu es sur quelque chose d'entre guillemets selfless, du bien-être, où Mm. tu t'occupes des autres et tu te dis en échange ils vont devoir me donner de l'argent. Et quand tu as Ah. répété toute ta vie que l'argent c'était sale, entre guillemets, Mm. tu vois, Oui, c'est tu te vrai dis aussi. j'aimerais pouvoir faire ce que je fais sans avoir gagné de l'argent. Mais tu donnes quelque chose, c'est normal que tu aies autre chose en échange. Mais souvent, les gens qui ont une passion Ouais, ont ce même problème. C'est-à-dire qu'ils se disent, moi, je fais ça parce que ça me fait super plaisir et voilà, tout, et c'est c'est une ça, passion. Et va me donner de l'argent pour ça, mais c'est ça. je mérite pas. Ou... Alors que quand tu regardes de l'autre côté en tant que client et cliente, toutes et tous, on a déjà expérimenté le fait d'acheter quelque chose avec le cœur Mm. et d'apprécier donner cet argent. Oui, bien sûr. Ouais, Pour une expérience, par exemple, tu es allé dans un resto, tu as eu une expérience incroyable, c'était ouais. super bon, tu payes de bon cœur. Mm. Quand tu te balades et tu craques sur un objet de déco ou une pièce, un vêtement euh, qui est même parfois complètement hors Mm. budget, c'est pas le genre de choses que tu achèterais Mm. normalement, mais là, ça a Mm. vibré, enfin, ça t'a Ouais, provoqué quelque chose. T'achètes de bon mm. cœur. Bien Une sûr. œuvre d'art, t'achètes de bon cœur, tu vois. On a Ouais, cette ouais, expérience, c'est bien quelque sûr. chose qui est naturel. Pourquoi tes clients, ils auraient pas ça avec toi? Ouais, c'est vrai. Alors que tu leur provoques quelque chose de similaire Mm. finalement. Ouais, ouais, mais alors, je suis tellement d'accord avec toi. Et c'est vrai, jeudi dernier, je suis allé à un dîner d'artistes et je parlais à une artiste Mm. qui, elle me montre son compte Instagram. Je raconte ma vie. Mais elle me montre elle montre son compte Instagram et en fait, je vois elle explique rien. Tu vois, elle montre Mm. juste ses œuvres et elle explique pas. Elle met juste toile 12 sur 16 et puis elle dit, je sais pas, en acrylique par exemple. Et c'est tout. Et je dis, ah, mais c'est dommage, pourquoi tu t'expliques pas plus pour que les gens ils Mais ça, raisonnent c'est un avec truc toi? d'artiste. Mon Euh, petit frère est plasticien peintre, euh, c'est pareil. Hein. Et il fait des trucs de fou. Il mm, envoie ses œuvres à Shanghai, tout mm, ça. Mais tu vas sur son Instagram, t'as un truc gigantesque et puis objet numéro tant, taille. Je sais pas, ouais. je sais pas. Et ouais, ça m'a fait. Et je lui demandais, je dis, mais alors ça véhicule quelque chose et tout. Pourquoi tu l'expliques pas? En fait, mais je veux pas brider je Ouais. veux pas brider leur liberté. Mm. Du coup, je veux qu'ils devinent par eux-mêmes. Je fais ouais, mais tu peux au moins leur expliquer ça. Ah Non. non. Et je trouvais ça ouf. Et je me suis dit, mais c'est dommage parce que si tu veux te connecter aux gens, il ben faut que tu leur donnes la possibilité de le faire. Après, je pense que ça dépend aussi de qui tu cibles, Mhm. parce que je sais que par exemple, mon petit frère, lui, donc Mhm. il vend ses œuvres plusieurs milliers d'euros, il est Mhm. en galerie, Mhm. etc. Tu t'adresses à un public qui va pas forcément raisonner à ce que tu pourrais raconter sur Ouais. Instagram. Ouais. Ça se passe pas Oui, mais de comme toute ça, façon, ils tu sont vois. peut-être pas sûrs sur Instagram même. Tu vois.
Tu vois, D'accord. il est sur Instagram, alors oui, il s'est fait repérer par des galeristes et tout comme ça, mais typiquement, les galeristes, ils vont regarder l'objet, Ouais. ou la peinture, ou, tu vois. Mhm. Donc je sais pas. Je pense qu'on comprend rien parce qu'on n'est pas ce milieu. Oui, c'est ça, si. C'est ça, au moment qu'on m'a parlé de ça, je me suis dit, ah ouais, je sais pas. Ouais, En fait, la photo que tu vas me faire ton objet, tu vas pas forcément donner l'intention parce que tu es censé le faire retransmettre par rapport oui, à. et Et du puis, coup, tu vas juste faire, tu vas expliquer ce qui s'est passé et ce que tu as kiffé faire ce moment-là, c'est ça. mais tu vas pas expliquer ce que toi tu as voulu donner Mm. parce que sinon ton message n'est pas transmis. Ouais, mais C'est ça. je trouve que tu vois, par exemple, tout à l'heure, tu parlais du podcast et du chemin que t'as amené les gens à un endroit. Ouais. Et ben, je trouve que quand tu fais ce que tu dis, eh ben, tu leur dis pas que il faut qu'ils prennent un petit chemin, même si tu t'es pas obligé de leur dire ton intention, mais tu peux leur dire oui, faut que tu passes par là pour peut-être avoir une idée de ce que je veux représenter ou. Bah après, ouais, ça dépend parce que je suis pas certaine qu'on puisse comparer une logique Artistique business ou pédagogique et une logique artistique. Ouais. L'exemple que tu as donné pour le podcast, etc., il y a deux approches. Tu as l'approche business. Ouais. Ok, mon podcast, c'est l'entrée de mon tunnel d'acquisition, Oui, bien sûr, etc., etc. Et puis, tu as le côté pédagogique. Qu'est-ce que j'ai envie de transmettre? C'est quoi mes outils pédagogiques, etc. Moi, je me suis formée en ingénierie pédagogique il n'y a pas longtemps, parce que aussi je fais des formations en ligne, donc à un moment, il faut. Bon, après, je suis formatrice depuis plusieurs années, donc j'avais déjà cette expérience-là, mais être vraiment tournée vers je veux amener mon audience et ma clientèle d'un point A à un point B, comment je fais ça? Et c'est hyper important. Et même si t'es pas dans de la formation ou dans du coaching, si t'es par exemple freelance prestataire de service, bah tes clients, tu veux les amener d'un point A à un point B. Oui, tu as la prestation que tu vas réaliser, mais peut-être qu'à un moment, ton client, tu vas lui dire au revoir parce que ta mission, elle est terminée. Ton client, comment il fait vivre ton travail quand t'es plus là? Tu vois, qu'est-ce que tu lui mets entre les mains pour qu'il puisse tirer plein bénéfice du savoir que tu as transmis, par exemple, ou des actions que tu as mises en place. Et je pense qu'intégrer cette logique pédagogique dans son quotidien, dans son business en tout cas, on en bénéficie énormément. Mais pourquoi parce que là, par rapport aux artistes, tu trouves que les artistes n'ont pas besoin de faire ce truc-là? Bah, ça dépend. Non, ça dépend. Moi, j'aime aussi pouvoir interpréter les choses comme je veux, entre guillemets. Et je trouve ça hyper intéressant quand, même parfois, tu regardes les nuages avec des amis et tu dis, ah, tu vois quoi, tu vois quoi, tu vois quoi, et tout le monde mais il tu voit vois, quelque chose de différent. tu vois quoi? Tu vois, genre, je trouve que c'est ça qui manque. C'est que, eux, ils ont pas ce truc de, dis-moi ce que j'ai envie que tu fasses, tu vois. Ils sont juste, ils exposent et hop. Ouais, c'est sûr. C'est ça que je trouve qui est dommage. Mais, c'est moi. Bah, nouveau concept, hein. Mais non, je me dis ça souvent parce que je suis totalement d'accord avec toi. Par exemple, quand je regarde un film, j'aime pas lire tout de suite ce que le réalisateur a voulu me dire dans le film. J'ai envie de comprendre par moi-même, de me dire que ça me fait ressentir certaines choses. Mais je trouve que c'est aussi important qu'à la fin, je regarde le réalisateur, ce qu'il a voulu me communiquer, qui m'explique, oui, mais en fait, j'ai eu cette idée parce que j'ai pris mon café hier. Je trouve ça tellement frustrant quand tu finis un film ou une série et tu comprends pas à la fin. Ah, moi, j'adore. Je suis comme une ouf, je passe ma vie sur Google à essayer de comprendre, tu vois. Moi, c'est là que ça commence vraiment le film. C'est que là, je me dis, ok, pourquoi il a fait ça? À un moment, j'ai regardé, j'ai écouté sur Telegram, tu parlais du dark féminin. Ah oui. J'aimerais que tu expliques ça, parce que je trouve ça super intéressant. Ouais, les polarités énergétiques. Bah, j'ai glissé un petit. Tout à l'heure, ouais, féminin, masculin, tout ça. J'ai vu. C'est un peu plus complexe que ça. C'est mon interprétation, en tout cas. Ça reste une interprétation, mais pour moi, on a 4 polarités énergétiques et on ne peut trouver l'alignement que quand on travaille en pleine conscience sur les 4. Parce qu'on dit souvent, donc, féminin, masculin, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'était une approche très simplifiée. L'énergie masculine, yang, la terre, tout ça. Tu passes à l'action, c'est l'ancrage, le moment présent. Et puis, le côté plus féminin, spirituel, les chakras du haut, l'énergie céleste, etc. C'est l'énergie de réception, la loi de l'attraction, etc. Et en fait, il y a beaucoup de choses qu'on va attribuer à l'énergie masculine, par exemple, le fait d'être capable de défendre ses intérêts, etc. Alors que non, c'est une partie du féminin.
c'est le dark féminin. Pour moi, on a le dark féminin, le féminin de lumière, le dark masculin et le masculin de lumière. Le dark féminin, ça va être toute ta partie création. Symboliquement, on peut associer ça à la grossesse. Donc, les 4 polarités, on les a tous et toutes à l'intérieur. On va avoir peut-être 1 ou 2 polarités dominantes, mais on a les 4 et on est capable d'activer certaines polarités quand on a besoin d'en tirer profit. Le dark féminin, ça va être ta partie création. Quand, par exemple, tu vas avoir une idée de projet, c'est à l'intérieur. Avant que tu accouches de ce projet, c'est à l'intérieur, c'est dans ta tête, c'est dans ton cœur, tes tripes, etc. Donc, c'est ton dark féminin. Le dark féminin, c'est aussi ta capacité à poser des standards. Quels sont mes standards? Qu'est-ce que je veux dans ma vie, etc. Genre tes valeurs, genre par Les exemple valeurs aussi, c'est ça exactement. Le fait de défendre tes intérêts aussi. C'est vraiment ce côté moi, entre guillemets, mon intériorité, moi, comment je défends mon espace. Qu'est-ce que j'ai envie d'être? Qu'est-ce que j'ai envie de créer? Le féminin de lumière, ça va être la communication, par exemple. Tout ce qui est communication, rapport aux autres, etc., ben, t'es dans ton féminin de lumière quand tu fais ça. L'ouverture aux autres, l'ouverture à l'univers aussi, la loi de l'attraction, la capacité à recevoir. Ensuite, tu as ton masculin de lumière. Le masculin de lumière, c'est vraiment le passage à l'action. Très méthodique. C'est presque en pilote automatique, tu sais. Quand tu passes en mode productivité à fond, t'es dans ton masculin de lumière, tu vois. T'y vas et ton masculin de lumière, il va permettre d'incarner dans la matière, entre guillemets, de vraiment donner naissance à ce que tu as voulu créer dans ton esprit avant. Et ensuite, le dark masculin, ça va être ton énergie de destruction, mais destruction pas nécessairement dans le sens négatif. Ça peut, hein, évidemment, mais toutes les polarités ont du positif et du négatif, mais ça peut aussi être la destruction de mauvais schémas, la destruction d'un projet ou d'une stratégie qui n'a pas marché pour recommencer vers quelque chose de nouveau. C'est vraiment balayer, c'est ton homme de ménage personnel en fait. Tu détruis quelque chose pour faire de la place à autre chose. Ils sont complémentaires en fait. Tout est complémentaire. Et par exemple, si tu es dans une position où tu as un peu un manque de confiance en toi, tu as du mal à faire entendre ta voix, etc. Et ben tu peux te dire en pleine conscience, je vais me connecter à mon dark féminin pour poser de meilleurs standards et les faire respecter. Si je procrastine beaucoup, j'ai des difficultés, etc., eh ben, va falloir que je me connecte à mon masculin de lumière pour travailler dessus. Ok. Attends, quand tu dis que tu travailles ça en pleine conscience, c'est comme de l'hypnose et des choses comme ça? Alors, tu peux faire des méditations, des exercices de respiration, etc., de la pleine conscience, oui. Mais tu as aussi des petits exercices méthodiques que tu peux faire au quotidien. J'enseigne ça dans un programme qui s'appelle Spiritual Rich Bitch. Voilà. et où dedans, j'aborde beaucoup plus en profondeur le sujet des 4 polarités énergétiques. Et en plus de ça, comment trouver l'alignement. C'est-à-dire que, ok, tu as tes 4 polarités, et une fois que tu as trouvé cet équilibre, ben en fait, comment tu fais pour savoir que tu es aligné à ce que tu fais? Comment tu fais pour savoir si tu es drivé en fait par tes croyances limitantes et tes peurs, ou si tu es en train d'écouter vraiment tes tripes, ton cœur, ton âme, parce que c'est difficile de faire la différence. Parce que tu reçois des messages en permanence, ton corps t'envoie des messages en permanence. Typiquement, si tu as du mal à te mettre au boulot sur un projet, est-ce que tu es en train de t'auto-saboter ou est-ce que finalement ce projet il n'est pas aligné avec toi et c'est un signe de ton toi supérieur qui te dit t'es pas aligné là, faut que tu fasses autre chose. Comment tu fais pour faire la différence? Ben, faut d'abord travailler sur ton équilibre énergétique et ensuite sur cet alignement-là. Et du coup, moi, c'est ce que j'enseigne à mes clients dans ce programme. Bah, c'était l'objet du workshop que j'ai donné vendredi, que je suis en train de compléter du coup pour faire un programme. Ouais. Mais tout part de l'intérieur. C'est trop intéressant. Ouais. J'ai une question, c'est bête, mais c'est quoi la proportion d'hommes-femmes qui font? J'ai l'impression que tu as ce rapport à la spiritualité. Il y a beaucoup d'hommes qui font un peu un déni, tu vois, genre qui veulent pas trop s'intéresser à ça. Et je me demandais si tu le ressentais dans... Oui. Ouais. Oui, complètement. Dans ma communauté, par exemple, moi, je parle toujours en utilisant le masculin, le féminin, j'utilise l'écriture inclusive, etc. Parce que j'ai la volonté, moi, de aussi parler aux hommes. Mais dans les faits, ma communauté, c'est peut-être 98% de femmes. D'accord. Ma clientèle, pareil.
Donc, petit à petit, je finis par employer que le féminin parce que je m'adresse aussi à la majorité. Bien sûr. Mais oui, après, je pense que ça vient du fait que même si tout le monde a ses polarités énergétiques, les femmes sont plus influencées par l'énergie féminine et les hommes par l'énergie masculine parce qu'il y a des codes genrés dans la société et qu'on a grandi comme ça. Donc typiquement, le côté émotionnel, spirituel, etc., les hommes, on leur a pas valorisé ça en grandissant. Après, ça commence à changer, je Ça trouve. commence à changer et il faut que ça change, ouais, clairement. Mais je pense que c'est une des raisons qui expliquerait peut-être pourquoi les hommes résonnent moins avec ça et que les hommes qui résonnent avec ça sont souvent ceux qui ont déjà entamé ce travail autour de la masculinité, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça représente, leur côté émotionnel aussi. Et là, on commence à rentrer vers quelque chose d'un peu plus politique, mais bon, je crois que tout est politique de toute façon. Aussi, de toute façon, je pense que dès que tu t'exposes sur les réseaux et que t'es, j'allais dire clivant, mais c'est pas. Oui, tu partages un message. Un message et t'as une personnalité, forcément, ça devient politique. C'est ça, tout est politique, je pense, complètement, ouais. Je pense que dans tous les cas, la société bénéficierait que tout le monde fasse ce travail sur les polarités énergétiques, que les personnes qui sont très dans la spiritualité, très dans l'émotionnel, se rendent compte qu'en fait, tu vas stagner toute ta vie si à un moment tu viens pas t'ancrer et passer à l'action. Et l'inverse aussi, c'est si tu fais que passer à l'action, mais que tu l'as jamais prise, que tu prends jamais le temps d'aller dans ton intériorité, tu seras aussi jamais complètement épanoui. Ouais, je vois. C'est un challenge. En fait, je suis en train de me dire comment je ferais pour. Tu vois, tu dis qu'il y a 98% de femmes, donc comment je ferais pour aborder les hommes, tu vois, genre pour que les hommes se sentent intéressés et comment on pourrait faire? Je t'avoue, je sais pas. Moi, j'ai des hommes qui sont là et qui m'ont jamais posé la question, par exemple, est-ce que tu t'adresses qu'aux femmes? C'est une question que j'ai jamais eue. Oui, c'est vrai, parce que moi je suis et je me suis pas. Je sais que. Mais tu vois, je le sens. Tu vois, je sens que tu vois, je dois être un cas à part, tu vois. Je le sens quand même. Tu vois. Ah mais j'ai conscience que, c'est pas pour rien que j'ai pas 50-50 entre guillemets dans mon audience. J'apprécierais avoir plus d'hommes, clairement, et je pense que les hommes entrepreneurs bénéficieraient aussi de cette approche, parce que je crois que tout le monde en bénéficierait en fait, tout simplement. Mais là, c'est pareil, c'est aussi ton système de valeurs, etc. Je prends souvent l'exemple des coachs, beaucoup coach business, mindset, etc., qu'on voit souvent des hommes qui ont un discours très je vais t'apprendre à aller chercher les 10 000 euros par mois, etc., etc. Et c'est un discours qui, par exemple, ne résonne pas avec moi. Mais si ça résonne avec des gens, c'est pas pour rien. Parce que ça va venir activer une partie d'eux-mêmes ou d'elles-mêmes, parce qu'il y a des femmes aussi qui résonnent avec ce type de message. Ça va venir activer le masculin de lumière. Faire. Ne pas réfléchir, faire. Tu vois. Et mon approche personnelle, c'est autre chose. C'est de dire oui, il faut faire, mais si tu fais sans réfléchir, ça va pas aller. Si tu fais sans être, sans ressentir, ça va pas aller. Et je pense que il y a besoin de toutes les approches, en fait. Oui, bah oui, bien sûr. Parce que si, admettons, tout le monde sur le marché faisait comme moi, il y a des gens qui auraient besoin de travailler précisément sur leur masculin de lumière, qui se sentiraient délaissés. Totalement. Parce que ces personnes ont besoin de gens qui leur disent « Ouais, lève-toi à 5h du matin, gna gna gna, gna gna. » Avec la musique entraînante et tout. Ouais, c'est ça, tu vois. Donc ouais, je pense juste qu'il y a besoin de tout. Et moi, je défends ma paroisse, qui est le travail énergétique, le travail spirituel, et juste l'approche complète. Parce que, par contre, je suis pas non plus du bord de tout est sur l'émotionnel, la spiritualité, etc. J'ai un côté qui est hyper terre à terre, hyper je trouve aussi, business. Je viens de ce monde-là et dans ma personnalité, à la base, je suis full passage à l'action, tu vois. Donc, j'essaye vraiment de transmettre cette approche holistique. Holistique, tu peux définir? Oui, alors j'ai découvert ce mot quand je me suis formée à la naturopathie holistique il y a quelques années. À un moment, je m'y intéressais énormément et j'avais pris une formation pour ça. Et holistique, c'était dans le cadre de la naturopathie le lien entre les émotions et les maladies. D'accord. Et en fait, c'était pour transmettre le fait que on est impacté par plein de choses et qu'il faut voir beaucoup plus loin
que ce qu'on te montre normalement. Quand tu es malade, c'est pas juste que tu as attrapé froid. Si tu as tout le temps une angine, ben, tu as peut-être besoin d'équilibrer ton chakra de la gorge, ta façon de t'exprimer, etc. Et c'était vraiment de dire, OK, tel groupe d'organes, tel type d'hormones, etc., c'est influencé par telle émotion. Enfin, c'est vraiment cette approche 360 en Ouais. fait. Et typiquement, dans l'accompagnement que je fais moi pour mes clients et mes clientes, et même ce que je dis dans mon podcast d'ailleurs, c'est si tu veux développer ton business, tu dois te développer toi. Bien sûr. Toi en tant qu'entrepreneur, Oui, c'est pas ouais. juste ta relation avec ton business, c'est aussi ta relation avec tes parents, avec tes amis, comment tu remplis ton temps libre, comment tu prends soin de ta maison, enfin, toi en fait. Ouais, mais de toute façon, il faut investir en toi si tu veux. C'est ça. Et je prends souvent par exemple des exemples autour des relations amoureuses ou des choses comme ça pour illustrer un déséquilibre énergétique. Je vais te dire, dans ton business, ça se traduit comme ça. Dans tes relations amoureuses, ça peut se traduire comme ça. Dans ton quotidien, ça peut se traduire comme ça, et ainsi de suite. Parce que moi, je me suis rendu compte pour travailler sur mes problématiques de procrastination, en lien avec mon TDAH, etc. Au début, j'essayais de travailler directement au sein de mon business et je galérais. J'ai commencé à mettre en place des choses dans mon quotidien sur, ben voilà, c'est des choses bêtes, mais quand tu as un TDAH, et ben, faire la vaisselle après manger, c'est challengeant. Faire ta lessive une fois par semaine, c'est challengeant, des choses comme ça. Et j'ai commencé par travailler sur des petites choses du quotidien. Et par effet de ricochet, ça a transformé mon business. Ah oui, ok. Et on sous-estime, mais radicalement, le pouvoir des petites actions du quotidien. C'est incroyable comment on sous-estime ça. C'est comme, tu sais, quand tu vas chez l'ostéo parce que tu as mal au cou, et il va te toucher la cheville, ouais, grave. tu vois. C'est exactement la même logique. Et c'est fou parce que en fait, je trouve que entrepreneur, on nous apprend très tôt à, ben, on est un peu seul, tu vois, je trouve qu'on est un peu seul. Du coup, notre environnement, c'est nous, quoi. Tout. Ah ouais, Voilà. Et complètement. donc, c'est marrant que certains entrepreneurs oublient ça. Donc, non, Et puis l'hygiène de vie, c'est pas juste aller faire du sport, quoi. Ouais, bah oui, c'est Comment renouer tu tes prends soin de ta maison, tu relations. sais. Quelque chose que je dis beaucoup aussi, c'est par exemple, quand tu es enfermé dans de la procrastination, alors oui, tu as tout le travail personnel de pour sortir de ma procrastination, ça vient d'où, etc. Le travail vraiment deep. Mais parfois, il faut juste un petit déclic pour sortir de ça. Et ben, va laver ta salle de bain. Tu vois. Tu passes à l'action. Ouais, ou fais ta vaisselle. Enfin, c'est vrai, non, c'est bête, hein. Mais fais un truc pour te mettre en mouvement. Ouais, c'est vrai. Et après, c'est une énergie qui s'active. Et cette énergie-là, tu vas être capable de la rediriger vers autre chose après. C'est des hacks, hein, c'est des solutions de pansement, mais ça marche. Et plus tu utilises des solutions de pansement au quotidien, plus tu arrives ensuite à te rendre compte que mais je suis capable en fait. Et c'est ça, qui aurait cru que pour désamorcer un blocage dans un business, faut que tu ailles juste faire une session de ménage ou aller faire des courses. Mais tu penses pas que des fois il y a aussi ce truc où on pourrait penser que c'est un trompe-l'œil, tu vois, genre que tu te sabotes parce que tu dis oh tiens je vais faire ça plutôt. Alors oui, après tu as la procrastination active où tout le temps tu te dis oh, j'ai mieux à faire, ma maison n'est jamais assez rangée, c'est jamais assez propre, etc. Donc oui, c'est sûr, mais là on est encore dans un autre extrême et je présente ce type d'action comme des solutions de pansement pour te donner une impulsion d'énergie en fait. Après, ton rôle à toi, c'est de canaliser cette énergie et de la rediriger. Si tu as des difficultés à faire ça seul après plusieurs tentatives, alors il faut voir pour te faire accompagner, coacher, etc. Et c'est ok en fait de se faire accompagner. Je veux dire, il n'y a aucun problème, que ce soit via des coachs, parce que tu as besoin de vraiment désamorcer un comportement dans ton quotidien, ou avec des approches plus orientées psychologie, parce que tu as besoin de comprendre profondément, parce que ça t'a déclenché un trauma émotionnel, etc. Tout le monde n'a pas besoin des deux approches. Bien sûr. Et tout le monde n'a pas besoin d'une de ces approches. Bon, j'avoue, non, ça, j'y crois pas. Mais tout le monde a besoin je pense que tout le monde a besoin d'un travail psychologique et ou de coaching, au moins à un moment dans sa vie. Ouais, je pense aussi. La psychologie, moi, je trouve que c'est super important. Ouais. Bah, pour moi, ça fait partie du développement et de l'épanouissement de soi, en fait. Bah, en fait, moi, je pense que, tu vois, on prend souvent soin de son corps et on prend pas soin de son esprit. Complètement. Complètement. Et l'un ne va pas sans l'autre. Ouais. Et il y a autre chose aussi que j'ai envie d'ajouter parce que quand on baigne dans le développement personnel, on peut
alors rapidement, je sais pas, mais facilement tomber dans le c'est jamais assez. Ah, tu veux toujours apprendre plus, voir Toujours d'autres plus, choses. toujours faire plus, toujours être plus. Et on pratique pas assez le contentement. Et du coup, parfois, il se passe des choses dans la vie qui te ralentissent. Un événement malheureux, une situation difficile, etc. Et tu vas commencer à culpabiliser parce que t'arrives pas à être au top, ou t'arrives pas à te dépasser, t'arrives pas à avancer, etc. Mais parfois, on a besoin d'être dans sa zone de confort. Oui, c'est vrai. Parfois, on a besoin de ralentir. Parfois, on a juste besoin de processer des choses qui se passent. Et c'est OK si tu perds 3 mois sur un projet, en fait. La différence entre je suis en train de processer quelque chose et je suis en train de procrastiner le projet de ma vie, c'est est-ce que tu arrives à garder une vision claire dans ta tête. Par exemple, quelqu'un qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat, ça marche pas du premier coup, la personne elle a besoin de retourner dans le salariat pour renflouer les caisses. Tu peux retourner dans le salariat pour renflouer les caisses et te remettre à ton compte, ou tu peux retourner dans le salariat et te retrouver dans des sables mouvants, pas être capable d'en ressortir et retourner dans je vais me plaindre parce que j'ai des collègues qui me font chier, tu vois. Ouais. C'était pas une attaque, hein. Ouais, moi, je crois que c'était une... Mais si ça résonne, c'est que c'est vrai. Ouais. Mais t'as vraiment ce côté, est-ce que j'arrive à rester focus sur ma vision pour me dire, ce moment que je vis ne représente pas la vie de mes rêves, mais c'est une étape nécessaire pour y arriver. Ouais, non, totalement. Je vois exactement ce que tu veux dire. Et c'est OK, en fait, de passer par des phases de sacrifice, entre guillemets. De se dire, bah, en ce moment, je fais pas ce que j'aime, je gagne pas autant d'argent que j'aimerais, etc. Mais je suis en train de tirer quelque chose dont je vais... Enfin, de tirer des bénéfices. Oui, c'est une étape, Tu vois, en fait. c'est ça, c'est une étape. Et ça aussi, on oublie, en fait, qu'il y a des étapes. Quelque chose que les entrepreneurs oublient beaucoup, c'est tomber en amour du process. Oui, ouais. Oui, ils veulent le résultat et ils Voilà. ne se rendent pas compte que c'est le chemin qu'on compare. C'est ça. Parce qu'on se compare beaucoup et on oublie que les personnes à qui on se compare, elles aussi, elles ont eu un process avant, en fait. Oui, mais c'est clair. Mais souvent, quand on voit les gens à succès, on ne se dit pas que ça fait 20 ans que le mec cravache. Voilà, c'est ça. Et qu'il est passé par plein d'étapes. C'est ça. Parce que les process, ils sont privés. C'est les dark féminins, en fait. Ah bah oui, oui. C'est l'intérieur, c'est privé. C'est le dark féminin. Donc on oublie ça. Et puis on oublie aussi que tout le monde n'a pas les mêmes privilèges. Et c'est important d'en parler. Mais là, c'est pareil, c'est la différence entre sur quoi tu as le contrôle et sur quoi tu n'as pas le contrôle. Et à un moment, si tu commences à ressentir de la culpabilité sur des choses sur lesquelles tu n'as pas le contrôle, tu vas pas t'en sortir. Donc, le plus tôt tu acceptes ce genre de choses, le plus tôt tu peux rediriger ton énergie vers ce sur quoi tu as le contrôle. Tu as besoin de te lancer dans un projet qui te demande de mettre 200% d'énergie. Aujourd'hui, tu n'as que 45% parce que tu as des dettes à régler, etc. Eh ben, fais 45%. Et tes 45, après, ça va devenir 80 et ça va devenir 150. Et après, tu auras tes 200% dont tu as besoin. Oui, c'est OK de se dire, je vais faire étape par étape, petit à petit. Et... Il faut. Il faut, mais c'est essentiel. Et puis, enfin, la surcroissance, moi, je l'ai vécu. C'est pas un cadeau, hein. Oui, mais c'est vrai qu'on mais souvent on se dit qu'il y a des étapes à passer et en fait tu t'inventes une vie en te disant là par exemple je suis arrivé à un stade où faut absolument que je recrute des gens. Par exemple, tu vois, genre je vois totalement l'idée et non, t'as raison. Mais je pense aussi c'est la société qui fait ça. Oui. On est toujours dans une société où le capitalisme c'est toujours plus, tu vois. Oui, c'est ça. Et du coup, tu oublies d'apprécier déjà ce que tu as. Parce que je crois profondément que si tu n'apprécies pas ce que tu as aujourd'hui, même si tu gagnes 1 500 € par mois, hein, quand tu auras 10 000, tu les apprécieras pas plus. Ouais, bien sûr. Ah, totalement. Les Parce gens que qui veulent toujours plus sont toujours frustrés, en fait. Tu seras toujours frustré. Même quand tu auras 50 000, tu seras toujours frustré. Ouais, totalement. C'est important de pratiquer le contentement. Alors, pratiquer le contentement, ça ne veut pas dire ne pas avoir d'ambition. Tu peux apprécier ce que tu as. Et en vouloir plus pour... et vouloir plus. Mais tu vois, vouloir plus, c'est vouloir autre chose. Je pense que si déjà tu commences à te dire « je veux autre chose », tu sors de cette course après plus. J'ai juste envie d'autre chose qui est plus alignée à la vie que je veux. Et enlever ce jugement de valeur entre quelqu'un qui veut gagner 2 000, 5 000, 15 000, 100 000 par mois,
Il faut trouver ton chemin. En fait. Voilà, c'est ça. Et qu'est-ce que tu vas en faire? Qu'est-ce que ça représente pour toi? Parce que c'est bien beau de dire, par exemple, j'ai envie de générer 20 000 euros par mois. Ça va te permettre quoi? Et est-ce que le type de business qui génère 20 000 euros par mois, ça correspond à ce que tu veux? Tu vois? Ouais, Est-ce que, enfin, parce que tu as des gens, par exemple, qui ont envie de travailler 15 heures par semaine, par exemple, parce que ils, elles, n'aiment pas forcément travailler, et elles ont envie de passer plus de temps dans leur potager ou des choses comme ça. Ok. Qu'est-ce que tu as envie de mettre en place dans ta vie pour atteindre ça? Est-ce que tu as envie de passer par une phase où tu cravaches beaucoup pour avoir un business qui est plus automatisé, etc., qui te permet ensuite d'atteindre ça avec des bonnes finances? Ou est-ce que le fait de gagner vraiment beaucoup d'argent, tu t'en tapes parce que tu es franchement profondément épanoui avec cette vie où tu as peu, entre guillemets, et du coup, si tu gagnes par exemple que 2 ou 3 000 par mois, ça te va? Tu vas pas prendre les mêmes décisions en fonction de la réponse à cette question. Oui, bien sûr. Et du coup, oui, tu vas adapter. Mais même, je pense que sur ce que tu veux, par exemple, est-ce que tu vas être directement avec tes clients et faire un truc très humain? Donc, tu vas plus peut-être faire du coaching. C'est ça. Est-ce que tu veux plus se délivrer, donc faire des formations? C'est ça. Je comprends totalement. Et puis, changer d'avis en cours de route, c'est bien aussi. Oui, oui, c'est possible. C'est pas c'est ok définitif. de faire des... Non, totalement. Moi, je suis d'accord. Ouais, ouais, c'est vraiment tomber en amour du process. Je pense que c'est important et moi, j'ai un exemple à raconter. J'avais un business de freelance du coup qui générait plus de 100 000 euros à l'année, qui est satisfaisant quand même pour quelqu'un qui est tout seul à la base. J'ai complètement abandonné ce business pour me lancer dans l'accompagnement. J'ai fait un lancement qui à mes yeux était un succès. J'avais généré 20 000 euros en une semaine, un peu moins de 20 000 euros. Donc trop bien, tu vois. Super lancé. J'avais de la trésor, je pouvais commencer à automatiser, faire des pubs, tunnels d'acquisition, etc. Et puis il s'est passé un truc dans ma vie qui m'a complètement freinée, où pendant 3-4 mois, je n'ai pas pu travailler parce que j'avais un truc perso à gérer. Et ben cet argent que j'ai généré, il m'a permis de résoudre mon problème en me sentant en sécurité. J'avais la trésor que j'avais mis de côté de mon ancien business, et ensuite j'ai recommencé à travailler sur autre chose. Et il s'est passé encore une autre merde. Pendant 1 an, là, la dernière année qui vient de passer, j'ai enchaîné des choses perso qui sont difficiles. J'ai perdu mon papa, et puis d'autres événements qui sont très, très difficiles, en fait. Donc, l'année que j'ai vécue n'est pas à la hauteur de l'année que j'ai laissée derrière moi. Tu vois, j'ai pas refait 100 000 euros en 1 an. Alors que c'était mon plan au départ. J'avais un plan pour y arriver. La réalité a fait que je n'ai pas pu. Mais c'est pas grave, en fait. Bien sûr. Ça n'enlève pas la valeur que je suis capable d'apporter, ça n'enlève pas ce que je suis capable de faire, etc. Il y a des priorités. Et quand tu tombes en amour du process, t'acceptes que parfois ta priorité, elle ait besoin de changer d'endroit. Et t'acceptes ok, ça me décale de 1 an mes projets. Ça change quoi? Parce qu'en attendant, j'ai quand même un business qui est prospère. Je vis de mon activité. J'aide les clientes à faire plus que vivre de leur activité. Et j'atteins quand même des chiffres qui sont hyper satisfaisants, tu vois, mine de rien. Est-ce que c'est à la hauteur des ambitions que je m'étais mise au départ? Non, mais parce que j'ai pas vécu les mêmes années, je veux dire. Et tout. Enfin, bien sûr. Une année, mon père était pas malade, une année, mon père était malade, et après, il est parti. Enfin, ça a de l'impact. Mais bien sûr. Et ça revient sur ce qu'on disait tout à l'heure, l'approche holistique, en fait. Si tu cherches à développer ton business que en travaillant sur ton business, tu oublies tout le reste. Bien sûr. À un moment, tu es obligé de te regarder toi en tant que personne, ta constitution énergétique, ce qui se passe dans ta vie, et l'impact que ça a aussi sur ta vie, parce que c'est facile aussi de se dire, il se passe tout le temps des trucs, je suis tout le temps impactée, donc je ne peux jamais me développer. C'est une question d'équilibre. À un moment, quand il y a des gros événements de la vie, il y a des gros événements de la vie, et c'est comme ça. Et oui, tu pourrais mettre un pansement, entre guillemets, émotionnel, de dire, je ne ressens rien, je suis focus sur mon business. Mais tu vas le payer après. Oui, bien sûr. Tu vois, l'univers, ça fonctionne pas comme ça. Tu as besoin de ressentir ce que tu es censé ressentir à un moment donné. Le mieux, c'est que tu t'offres le cadre pour vivre ces expériences dans les meilleures conditions, entre guillemets, et ensuite reprendre ta vie sur une base saine. Et en fait, c'est aussi d'être OK avec toi-même sur tout ce qui t'arrive et pas t'en vouloir et de ressasser en te disant... Le rapport à la culpabilité,
Mais tu vois, c'est là où moi j'ai beaucoup appris aussi au cours de cette année, parce que je conscientise encore plus que je suis Ouais. ma bêta-testeuse. Et en fait, c'est des moments où j'expérimente ce que je transmets à mes clientes Oui, et à mes clients, tu vois. Je ne pourrais pas transmettre des choses que je n'applique pas moi-même. Et je crois aussi, alors ça c'est mon interprétation de la vie, mais je crois que j'expérimente des choses pour me permettre de canaliser de l'information que je vais ensuite pouvoir transmettre. Ouais, je comprends. Ouais. Parce que je ressens profondément que mon business actuel s'est construit comme ça, et l'impact que j'ai sur mon audience avec mon podcast et ma clientèle, en fait, c'est le fruit de l'expérience de ma vie, tu vois. Oui, et c'est pour ça que c'est personnalisé, que c'est toi et que ça te ressemble à toi et que ça Bah, est différent pense, de ouais. n'importe qui. Tu vois. Ouais, ouais. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Il y a des personnes qui ont une approche beaucoup plus méthodique, Et après, on revient sur le masculin de lumière, par exemple. Ouais, voilà, c'est ça. Tu vois. Par exemple, ouais. Ouais, non. Ouais, ouais. Mais je comprends totalement parce que tu vois, par exemple, moi, j'ai une fille au début de l'année. Ouais. Au début, je me disais, je vais faire exactement comme avant et je vais juste gérer les deux en même temps. Mhm. Et au bout de 2-3 mois, je me suis dit, ah, c'est impossible. Ouais, c'est ça. Il peut le dire, j'étais épuisé et je me disais, mais bon, en fait, il vaut mieux que je profite de ma fille, C'est que je ça. ralentisse les choses et qu'après je reprenne mon cycle comme je voulais. Quoi. Ah ouais, ouais, complètement. Complètement. Et puis juste Oui, c'est lâcher ok. prise, quoi. Ouais, pas totalement. Eh bien, je vais te dire merci parce qu'en fait, ça fait plus d'1 heure. Ouais, je crois, ouais. Ouais. Merci beaucoup de nous avoir Avec accordé plaisir. cette interview. J'espère que tu as passé un bon moment. Trop bien. Est-ce que tu veux dire une dernière chose avant qu'on mette stop? Eh ben, faut écouter mon podcast, Think with Farah. Et puis me retrouver sur Instagram, Think with Farah, voilà. Merci beaucoup. Ouais. Et ne pas sous-estimer le travail personnel. Le mindset, ça fait tout. Ça fait tout. Ça fait tout. C'est vraiment, faut vraiment pas le sous-estimer. Enfin, investir en soi, en fait. Investir en Ouais, soi. c'est hyper important. Et juste apporter de la pleine conscience, parce que parfois, en apportant de la pleine conscience, on débloque des choses comme ça. Ouais, c'est vrai. Mm. Ouais.